Madame Fleur Pellerin, ancienne ministre déléguée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour 45 minutes et qui a accepté de partager son expérience. Donc bonjour Madame Pellerin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, je ne peux pas commencer cet échange sans vous demander la manière dont vous-même et les entreprises que vous côtoyez dans le cadre du fonds d'investissement que vous avez monté et qui s'appelle Corelia Capital, qui accompagne, je le précise pour les participants à ce call, la croissance des startups au niveau européen et français. Comment vivez-vous la crise que nous traversons actuellement ? À la fois bien et pas bien, j'imagine comme beaucoup de gens. Plutôt bien parce que notre secteur, la tech en général et les fonds d'investissement, c'est un secteur qui a montré plutôt de la résilience dans la période. Nous, on a la chance d'avoir en portefeuille une quinzaine de participations dans des entreprises plutôt matures. Donc, on fait ce qu'on appelle du late stage. Donc, on investit dans des entreprises qui ne sont pas du tout en amorçage, pas au début de leur histoire, mais déjà à un certain stade de maturité. Et on a eu la chance, en fait, d'avoir des entreprises qui étaient plutôt bien financées avant la crise et donc qui avaient les reins suffisamment solides pour se permettre de passer plusieurs mois, pour certaines, avec un résultat à 0% de leur chiffre d'affaires habituel. Donc, c'était un moment qui a été quand même très, très dur d'un point de vue opérationnel, mais pour des entreprises qui avaient la chance d'être plutôt bien financées. Donc, pour nous, c'était plutôt, ça allait, c'était plutôt relativement, enfin, aussi confortable que ça pouvait l'être dans la période. Néanmoins, dans ce portefeuille, il y a des entreprises qui étaient dans le secteur du tourisme, hein, ce sont des entreprises de la tech. Donc certaines étaient plus particulièrement exposées parce que dans des secteurs d'activité qui ont été très fortement impactés par le Covid. Donc celle-là, elles souffrent. Et puis ce qui est particulièrement, je trouve, difficile, c'est finalement ce climat d'incertitude. Et puis je disais un peu moins bien, enfin pas bien, parce que effectivement, ce que je trouve très compliqué dans cette rentrée, c'est qu'on a été déconfinés, l'activité reprend, mais néanmoins les incertitudes qui pèsent sur la date à laquelle un vaccin pourra être commercialisé, mis sur le marché et efficace, tout ça reste un petit peu dans le flou, et du coup les perspectives de sortie de crise, elles sont, on ne sait pas très bien à quel horizon temporel elles se situent. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à supporter parce que les acteurs économiques ont besoin de prévisibilité. Et puis vous savez, enfin j'imagine que tous ceux qui nous écoutent sont dans la même situation, mais je trouve que c'est surtout ça, la difficulté à anticiper qui est particulièrement difficile dans la période. Oui, c'est ce qu'on évoquait ce matin lors de la keynote que j'ai eu le plaisir de mener. Et j'évoquais notamment la notion de new normal ou nouvelle normalité dont les médias nous rabâchent les oreilles depuis quelque temps. Et nous avons, mon équipe et moi-même, tendance à considérer qu'il n'y a pas de fatalité. Je dirais que la new normal, c'est ce que nous allons construire aujourd'hui, que la dynamique, elle s'impulse maintenant sur la base effectivement de difficultés à anticiper ce que le marché sera. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux chefs d'entreprise, pour justement impulser cette dynamique ? Quels sont, d'après vous, les principaux éléments à prendre en compte pour éviter de sombrer dans justement cette morosité ambiante et trouver les ressorts de la croissance ? J'ai quelques idées, ce ne sont pas vraiment des conseils parce que je ne me permettrai pas de donner des conseils à ceux qui nous écoutent. Je pense que chacun en plus réagit avec ses propres équipes, son environnement économique, son environnement business, etc. Mais néanmoins, moi, ça me paraît être une période assez intéressante déjà pour quand on réfléchit au business à l'année prochaine, à l'année suivante, à 2022, avoir une espèce de réflexe qui consiste peut-être plus qu'on ne le fait d'habitude, même si on le fait toujours, à avoir vraiment un scénario un peu central qui est le scénario qu'on imagine être le scénario de base et faire, même si c'est pas forcément le plus réjouissant, mais avoir toujours en tête un scénario un peu ce qu'on appelle grey sky ou ciel gris, enfin un scénario plutôt bas pour envisager la manière dont on pourrait se sortir d'une poursuite de la crise si elle devait se prolonger ou s'il y avait du stop and go ou si la forme de la courbe de reprise n'était pas celle qu'on anticipe. Donc avoir un scénario bas et puis un scénario un peu plus blue sky pour le cas où les choses reviendraient à meilleure fortune plus rapidement. Mais je pense que cette façon de se projeter avec un scénario central et puis des scénarios dégradés et des scénarios un peu plus optimistes, ça me paraît être un réflexe, c'est peut-être un peu basique ce que je dis, mais ça me paraît être un réflexe vraiment à adopter de manière systématique maintenant parce qu'effectivement, comme on est dans ce contexte d'incertitude dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il faut faire des arborescences avec plusieurs cas de figure possibles
possible, et envisager le pire comme potentiellement le meilleur. Donc ça serait une des premières choses. L'autre chose, c'est que je pense que je profiterai aussi un peu de ce moment où on est un peu à distance, où il y a des gens qui sont restés en télétravail, pour réfléchir aussi à la manière dont on organise la vie de notre entreprise. Moi, j'ai une toute petite entreprise, donc on est une dizaine, mais je trouve que cette période de confinement, ce retour qui a été un petit peu difficile, nous pose aussi des questions sur le rapport qu'on a au travail, sur la flexibilité qu'on est prêt à accorder aux salariés, sur la façon dont s'organise le travail, ce qu'on peut faire à distance avec la même productivité en présentiel. Donc toutes ces choses-là me paraissent des choses intéressantes à envisager maintenant, d'autant plus que de toute façon, c'était aussi une tendance un petit peu, c'était un petit peu le sens de l'histoire, et j'imagine que pour ceux d'entre vous qui ont des responsabilités en recrutement, on avait tous repéré qu'il y avait dans les nouvelles générations, X, Y, les millennials, etc., des aspirations à travailler différemment. Et donc, prendre en compte ces aspirations et la manière dont finalement le Covid a précipité un petit peu la mise en œuvre de solutions pour répondre à ces attentes-là. Je pense que c'est un beau moment de le faire maintenant, puisque de toute façon, on est un petit peu forcé à le faire. Donc ça, c'est une deuxième chose. Réfléchir aussi, et c'est un peu le contrepoint de ce que je viens de dire, je pense aux conséquences, même si c'est difficile de les apprécier aujourd'hui, que peut avoir ce changement complet d'organisation du travail dont je parle, avec beaucoup plus de télétravail, sur la cohésion des équipes, sur la productivité, sur la créativité, sur le moral et le mental aussi des salariés, parce que je pense que certains ont vécu assez bien le confinement, d'autres beaucoup plus durement sur le plan psychologique. Et je pense qu'il faut être assez attentif dans cette période aux formes de mal-être ou de décrochage qui peuvent s'exprimer chez un certain nombre de salariés. Ça me paraît être vraiment une préoccupation de management assez majeure pour le moment. Et puis pour le reste, je pense que j'essaierai, on en discutait en préparant un peu cette discussion, je pense que j'essaierai aussi de réfléchir à ce que cette crise a révélé, là aussi, d'attentes de plus long terme. Vous êtes dans un secteur qui travaille beaucoup sur le hardware, sur les objets, les choses qui nous entourent, dont on a besoin pour travailler. Je crois qu'il y avait toute une réflexion dans le cadre des politiques ESG, dans le cadre du débat démocratique sur l'écologie, etc., sur les notions de recyclage, d'économie circulaire, de durabilité, d'obsolescence programmée. Je trouve que c'est un moment intéressant lorsqu'on est dans vos lignes de business pour réfléchir à la manière dont peut-être un certain nombre de business models vont devoir s'ajuster à ces nouvelles exigences du consommateur ou des entreprises. Et je trouve que c'est un moment intéressant aussi pour commencer à se poser ces questions et peut-être avoir des idées qui se traduiront peut-être d'ailleurs par de nouveaux business. Souvent, les périodes post-crise comme ça sont des périodes assez fécondes en nouvelles entreprises ou en nouvelles idées. Donc voilà, je trouve que c'est un moment où on gère un peu l'urgence, on gère les opérations dans un contexte un peu différent, mais on peut aussi essayer d'en profiter pour se projeter dans un avenir de plus long terme. Alors justement, vous parlez des nouvelles technologies et des opportunités qu'offre la transformation digitale et la notion de prise en compte de la responsabilité sociétale, environnementale. Vous parlez de circuits courts notamment. Que pensez-vous du débat actuel autour de la 5G, puisque on voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de courants de pensée opposant la technologie et la préservation de l'environnement, voire des libertés individuelles. De quel œil vous ou l'ex-ministre du numérique voit ce débat? Alors moi, je le vois comme un débat qui cristallise beaucoup d'autres choses. C'est comment dire, je pense que la virulence des points de vue qui s'expriment, elle traduit plus qu'une opposition à une technologie ou au télécom ou à que sais-je. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que charrie ce débat. Et en particulier, effectivement, il y a pas mal de gens qui prennent position, qui sont plutôt des philosophes ou des sociologues, qui en fait s'interrogent plus largement sur le sens du progrès technologique, c'est-à-dire il y a une espèce de course, une accélération de la course au progrès, et certains disent bon en fait à quoi ça sert, est-ce que finalement avoir moins de latence, avoir plus de rapidité dans les échanges, ça va juste nous servir à pouvoir télécharger plus rapidement des vidéos de chats mignons, ou enfin des choses un peu finalement pas forcément très utiles ni pour le développement de l'humain, ni pour la science, ni pour rien en réalité. Donc il y a des gens qui sont un peu focalisés là-dessus et qui en réalité interrogent plutôt ce moment où on est dans une espèce de course à l'innovation, mais pour quelle
pour quel sens, pour quel réel progrès humain. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut écouter parce que ça, à mon avis, ça dénote une nécessité pour les gens de se réapproprier un peu le sens du progrès et de lui donner une direction qui soit une direction qu'on détermine et qu'on ne subit pas. Donc ça, je pense que c'est un débat un peu philosophique, mais qui en tout cas, qui fait qu'on ne doit pas traiter ce débat à la légère ou le mépriser. Après, il y a un débat qui est plus scientifique, là, pour le coup, sur la dangerosité, sur les ondes. Moi, j'étais ministre des Télécoms, il y avait déjà ce débat qui existait au moment de la 3G, de la 4G. Pour l'instant, rien n'étaye une éventuelle dangerosité des ondes, que ce soit pour la 4G ou pour la 5G, au niveau d'exposition qui sont réglementées aujourd'hui. Il y a des règles de l'OMS, il y a des règles nationales, et le maximum d'exposition aux ondes qui est autorisé par la loi aujourd'hui en France ne peut pas provoquer de problème pour la santé. En tout cas, rien n'est prouvé à ce stade. Donc, je pense que ça, c'est un débat sur lequel il faut discuter ou se disputer sur la base de faits, de choses qui sont vraiment scientifiques et établies. C'est un débat qui est plus rationnel d'une certaine façon. Et puis après, je pense qu'il y a un autre débat qui est un débat plus de souveraineté économique. C'est-à-dire aujourd'hui, même si on décidait, bon, faisons une pause parce que cette course à la technologie, à tout craint, sans savoir où on va, ne veut rien dire. Et donc nous, Français, avec notre tradition des Lumières, etc., montrons qu'on est capable de domestiquer un peu cette course folle au progrès, faisons un moratoire, etc. Le problème de faire ça, c'est qu'on est dans une économie ouverte. On serait dans une économie fermée où on serait autosuffisant. On pourrait se permettre ce genre de pause, mais le problème, c'est que le monde continue à avancer en parallèle. Et donc, moi, le risque que je vois dans ces histoires de moratoire ou de stopper ou de ralentir, c'est que malheureusement, les autres avançant, si on se rend compte que finalement, le monde a eu raison contre nous, il sera trop tard. Et en fait, les opérateurs français, les entreprises françaises n'auront pas été en mesure de développer les technologies, les services, les cas d'usage qui vont permettre de tirer le meilleur de cette nouvelle technologie 5G qui va arriver. Et ce sera dommage parce qu'on devra acheter des solutions sur étagère à d'autres pays. Et en fait, une grande partie de la chaîne de valeur qui va se développer nous échappera une fois encore. Et ça sera une répétition de l'histoire parce qu'on a déjà vécu cette situation 1000 fois par le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt intérêt à essayer de faire en sorte que nos acteurs économiques en France puissent demain être des champions régionaux, mondiaux, et donc en les encourageant plutôt à essayer de se greffer sur ces vagues d'innovation successives. Donc moi, j'ai une approche assez pragmatique. Je comprends l'interrogation sur le sens du progrès. Où va-t-on? Enfin, toutes ces réflexions en ce moment sur cette accélération me semblent tout à fait légitimes. Je pense qu'il faut les avoir d'un point de vue philosophique et politique. Il faut sensibiliser nos enfants comme on l'a fait sur l'environnement, peut-être pour avoir un usage plus raisonnable et raisonné des écrans, des nouvelles technologies. Mais parallèlement, sur le plan économique, on ne peut pas sacrifier, je pense, nos écosystèmes en les empêchant de progresser en même temps que les autres pays. Donc voilà, j'ai une approche très pragmatique qui n'est pas forcément une approche qui est philosophiquement très satisfaisante, mais en économie ouverte, il me semble assez difficile en réalité de se mettre hors de la marche du progrès. Est-ce qu'une approche pragmatique, c'est pas un moment de se dire que justement la notion de RSE devient un levier de performance pour les entreprises et qu'on arrête d'opposer performance économique, questions éthiques et respect de l'environnement. Alors, c'est peut-être un peu utopique de dire ça, mais j'imagine que les dirigeants de ce monde ont quand même, et je l'espère, des discussions sur le sens qu'on donne aux actions et la manière dont on peut les mettre au centre de la performance économique mondiale. Maintenant, je me demande si c'est pas un peu, si là, je ne rêve pas un peu trop, mais il me semble que c'est simplement au moment où on pourra intégrer les deux notions que nous pourrons avancer et je pense obtenir l'adhésion des jeunes générations particulièrement sensibles à ces sujets. Oui, absolument. Et je pense même que en réalité, les pouvoirs publics ont des moyens finalement d'intégrer cette réflexion sur l'écologie, sur l'environnement, y compris en laissant progresser les acteurs économiques sur des technologies comme la 5G, pour reprendre cet exemple. Il y a un encadrement, je le disais tout à l'heure, des émissions. Il y a des cahiers des charges qui sont fixés pour que les opérateurs, les enchères viennent d'avoir lieu. Elles ont rapporté pas mal d'argent d'ailleurs au budget de l'État, mais il y a des cahiers des charges. Donc l'État fixe les conditions dans lesquelles les opérateurs télécoms vont déployer les antennes 5G, quelles seront leurs émissions maximales, etc. Donc il y a quand même une façon d'encadrer les choses et c'est pas la jungle. Donc ça, c'est déjà une chose. Et après, c'est vrai que les opérateurs économiques eux-mêmes peuvent
mettre en œuvre, et ont même très intérêt en ce moment à mettre en œuvre des politiques RSE, ESG, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que tous les stakeholders, toutes les parties prenantes maintenant des entreprises exigent cela en réalité, même si ce n'est pas encore dans la loi. On a bien vu que maintenant les grandes entreprises cotées doivent rendre des rapports annuels sur leur politique ESG, mais aujourd'hui, les pouvoirs publics, les actionnaires s'attendent à ce que vous ayez ce type de politique. Les investisseurs commencent à le faire. Moi, je suis dans un secteur, on pourrait croire que les fonds d'investissement ne sont pas complètement concernés encore par ce mouvement. En fait, si, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs potentiels qui peuvent mettre de l'argent dans les fonds, notamment les fonds souverains ou des acteurs institutionnels, qui maintenant exigent de connaître nos politiques ESG, nos politiques d'inclusion et de diversité, ce qu'on fait pour les entreprises de notre portefeuille, pour les encourager à adopter des démarches vertueuses. Donc, ça devient un argument d'investissement. Et il y a même certains fonds qui en viennent à indexer la rémunération des fonds d'investissement sur leur capacité à atteindre un certain nombre de KPIs, d'objectifs en termes de RSE. Ça devient vraiment maintenant du dur. Plus juste une orientation. Donc aujourd'hui, investisseurs, actionnaires, le grand public, évidemment, les pouvoirs publics, mais aussi les équipes. Lorsqu'on recrute aujourd'hui, on parlait de ces générations Z, Y, les millennials, etc. Beaucoup de jeunes diplômés maintenant testent un peu les recruteurs ou les employeurs potentiels sur leur démarche d'inclusion, sur leur empreinte carbone. Et en fait, ça va devenir aussi un argument d'attractivité pour les talents. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont vraiment intérêt à faire en sorte d'attirer les meilleurs et donc à rentrer dans ce type de démarche. Alors au début, c'est peut-être pas très naturel, mais je pense que c'est en train de le devenir. C'est un peu comme la parité, c'était des choses qui n'étaient pas forcément complètement naturelles et progressivement, même s'il y a encore beaucoup de travail, progressivement, ce sont des choses qui rentrent complètement, je pense, dans les mœurs et qui deviennent un atout pour les entreprises qui sont un peu en avance de phase, je pense, vraiment. On a de la même manière l'impression que l'évolution des technologies est plus rapide que l'évolution de la société en elle-même, et je ne parle pas du cadre légal. On parlait de l'antagonisme potentiel entre la 5G, par exemple, et la préservation de la santé ou de l'environnement. On s'interroge beaucoup dans notre métier sur le développement de l'intelligence artificielle. Pareil, on peut imaginer qu'il y aura un mouvement de société opposant l'intelligence artificielle et la préservation des libertés individuelles. Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a déjà de grands débats sur le simple port du masque, on peut s'interroger sur la capacité de la société à adhérer à l'intelligence artificielle. Et pourtant, nous voyons bien dans notre marché qu'il y a un business qui est en train de s'instaurer autour de ça. Est-ce que vous, dans le cadre de votre fonds d'investissement, des sociétés que vous accompagnez, vous voyez un essor rapide de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, ou est-ce que vous voyez ça encore au stade embryonnaire ? Non, c'est un peu... Alors, c'est très large l'intelligence artificielle, mais c'est quasiment dans tout aujourd'hui. Donc, en réalité, là, c'est pareil. On ne va pas pouvoir faire sans. Mais en fait, dans ces technologies, il y a des choses qui sont très inquiétantes et il y a des choses qui sont de merveilleuses opportunités. C'est un peu comme tout. En fait, la technologie en elle-même, elle est assez neutre. Finalement, ce sont les cas d'usage ou c'est la façon dont on l'utilise qui fait que ça devient un peu inquiétant ou au contraire que ça devient une opportunité et probablement un progrès pour l'humanité. Je repense à une chose, enfin, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, par exemple, dans tout ce qui est reconnaissance faciale, qui peuvent fluidifier énormément. Je sais pas, beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont déjà fait la queue, plus en ce moment, mais ont déjà fait la queue à l'aéroport et on voit bien que c'est pas très très fluide quand on passe les contrôles. Bon, en fait, il y a des moyens aujourd'hui, grâce à la reconnaissance faciale, à la position des iris, etc., de vraiment identifier une personne de manière très très fiable et de faire en sorte que on passe comme dans le paraphe, mais quasiment même sans passer son passeport. Donc, il y a des choses qu'on pourrait vraiment fluidifier. En même temps, je le disais l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu toutes ces discussions qu'il y a eu sur la façon dont la Chine utilise la reconnaissance faciale et la manière dont ils peuvent, je crois, entre 5 et 10 minutes, repérer n'importe quelle personne à partir de la photo de son passeport sur tout le territoire chinois. C'est assez flippant aussi. Et la manière, en fait, dont ils utilisent aussi la reconnaissance faciale avec d'autres algorithmes d'intelligence artificielle pour monitorer l'ensemble de leur population. Mais quand je vous dis monitorer, c'est le comportement de consommation. Ils sont capables de savoir ce que vous allez acheter au supermarché, si vous consommez trop d'alcool. Et vous savez, il y a cette histoire de scoring, enfin de rating, de social rating, ce qu'on appelle le social rating. Donc, chaque citoyen a une note
pour voir si c'est un bon citoyen ou un mauvais citoyen, qui paye bien ses impôts à l'heure. Bon, ça, ce sont des développements qui sont complètement rendus possibles par l'intelligence artificielle. C'est pas tellement ce dont on a envie. Enfin, en tout cas, peut-être dans certains pays, mais peut-être pas dans d'autres. Donc, en réalité, la techno en elle-même, elle est neutre. Elle peut permettre de faire des trucs super ou des trucs atroces. C'est vraiment quelque chose qui est lié au consensus social, à ce qu'une société est capable d'accepter et d'adopter comme usage. Mais en elle-même, elle est neutre. Donc, en fait, toute cette digression pour vous dire que ce soit la 5G, que ce soit le développement de l'intelligence artificielle, il y a évidemment dans ces promesses technologiques des potentiels incroyables de développement qui sont des développements qui vont faciliter la vie, qui vont améliorer la vie de plein de gens, notre accès à la connaissance, notre façon de travailler, etc. Mais il y a aussi potentiellement des dérives qui sont difficiles à accepter quand on a une certaine conception de la démocratie, des libertés publiques, etc. Moi, j'imagine que d'où l'intérêt de faire évoluer le cadre légal. C'est ce qu'on voit avec la bioéthique, par exemple. Je suppose qu'on est exactement dans le même type de débat. Quand on a préparé cet entretien, je vous ai demandé ce que vous pensiez, vous, de la gestion de la crise Covid en France. Et d'ailleurs, je vous repose la question donc là parce que ça m'intéresse. Vous m'avez parlé aussi de l'exemple coréen. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se targuer d'avoir les solutions dans une phase où il y a tant d'incertitudes, mais il y a beaucoup de tâtonnements, de changements de direction en fonction de l'évolution de la situation. Que pensez-vous, vous, en tant qu'ex-membre du gouvernement et aussi de chefs d'entreprise qui êtes en contact avec des entreprises d'autres pays, de la gestion de la crise? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait d'après vous? Alors, je vais vous répondre de manière un peu biaisée parce que j'ai pas du tout envie de critiquer. Je reviens effectivement de Corée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Corée, c'est incroyablement géré, mais de manière millimétrique. C'est-à-dire que quand vous regardez le bilan, de toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils n'ont quasiment pas de récession, il n'y a jamais eu de confinement, donc les gens n'ont pas été obligés de rester chez eux, il y a, je crois, 300 morts sur toute la période, depuis le début de la crise, pour une population qui est proche de la population française, un peu inférieure, mais vraiment proche. Donc, on est sur effectivement une gestion de la crise qui est absolument, en tout cas, qui a produit des résultats quantitatifs qui sont assez éloignés de ce qu'on a vu dans d'autres pays, que ce soit la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, etc. Alors, là, j'en reviens, j'étais il y a 2 semaines, et effectivement, c'est discipliné. C'est-à-dire qu'il y avait, je pense, des protocoles qui étaient en place pour le triptyque tester, isoler, traiter, qui marche extrêmement bien, mais c'est vrai au prix d'un certain nombre de concessions sur les libertés publiques, c'est-à-dire que vous acceptez en passant la frontière de télécharger l'application où vous êtes effectivement traqué, tracé. Si jamais vous le laissez trop longtemps au même endroit, il y a le soupçon que vous ayez pu aller vous promener sans, et donc on vous appelle pour vérifier que vous êtes bien à côté de votre téléphone. Donc c'est quand même assez intrusif. Les tests ont toujours été, les masques ont été disponibles dès le début. Les tests ont été réalisés assez rapidement et de manière massive sur tous les cas qui étaient potentiellement symptomatiques et qui avaient besoin d'être isolés. Le nombre de lits était suffisant. Bon, donc, c'est bien enclenché. Les pièces du puzzle se sont bien mises en place, mais probablement aussi parce qu'il y a une discipline collective qui est liée à la culture, qui est liée à l'éducation, à l'histoire du pays, à plein de choses qui font que c'est pas forcément transposable aisément dans un autre pays. Maintenant, quand je dis ça, je dis oui, c'est quand même un peu restrictif et intrusif et restrictif des libertés publiques. Ça ne l'est sans doute pas plus que d'être enfermé chez soi sans autorisation de sortir, sauf avec un papier, pendant 2 mois. C'est vrai qu'en réalité, nous, finalement, on a accepté une restriction aux libertés publiques, celle d'aller et venir, qui était quand même énorme. Donc finalement, on a aussi été capable, et puis les gens l'ont respecté, donc on a quand même aussi été capable d'absorber ce qui, rétrospectivement, est quand même un moment, on a vécu un moment quand même assez hallucinant dans nos vies, d'être comme ça, empêché d'aller et venir. Donc, ça a été très bien géré. Probablement, ça s'explique par des raisons, par la mémoire de l'administration, parce que il y avait d'autres crises, le MERS, le syndrome du respiratoire du Moyen-Orient, qui était une crise récente et que le gouvernement coréen avait vraiment mal vécu, et donc ils avaient pris des mesures pour le cas où une situation se reproduirait de la même façon. Donc peut-être qu'ils étaient plus prêts que nous, mais c'est vrai que quand on est là-bas et qu'on voit cette discipline, on se dit c'est vrai que c'est extrêmement bien géré. Et je pense que pour les acteurs économiques,
c'est une source aussi de réassurance. Je n'aime pas tellement ce mot, mais c'est vrai que c'est une source de confiance parce que d'abord le choc économique est moins fort et puis parce qu'il y a une plus grande confiance dans la capacité à la fois du gouvernement et de la population d'absorber cette situation et de la gérer au mieux sans un choc macroéconomique trop important. Donc voilà, c'est vrai que nous, cette situation aujourd'hui un peu incertaine où finalement, on est en train, la reprise, l'INSEE était très contente des chiffres de reprise juste après la fin du confinement, et puis là, on voit que c'est stoppé net, parce que on sent bien qu'on ne sait pas quand va être le pic, en novembre, décembre. Tous les gens qui organisent des conférences comme celle-là, mais qui organisent en physique, ne savent pas très bien quand ça va reprendre. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le spectacle vivant, il y a une très, très forte incertitude. Les restaurateurs, enfin bon, c'est vrai que c'est pour les acteurs économiques, c'est cette incertitude-là qui est la plus difficile à gérer dans le cadre des opérations courantes de nos entreprises. Alors justement, quand on parle du contexte économique, il y a la tentation du repli national, je dirais aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes de supply chain. Nous, dans l'IT, on voit qu'on a des ruptures de composants, par exemple, qui sont fabriqués en Chine ou en Asie de manière plus générale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous considérez qu'en effet, cette crise va accélérer la tendance peut-être de certains grands groupes à rapatrier la production dans leur pays et est-ce que vous pensez qu'il y a encore de grosses opportunités pour les entreprises françaises à établir des partenariats avec des sociétés étrangères, des entreprises étrangères? Alors, je pense que toutes les grandes entreprises qui ont des supply chains un peu cross-border comme ça ont été amenées à se poser la question de manière très sérieuse. D'autant plus que la fermeture des frontières consécutive, liée au Covid, est arrivée quand même dans un moment où, par ailleurs, il y avait des tensions entre les États-Unis et la Chine, ou entre certaines régions du monde, qui faisaient qu'on était quand même dans un moment où on se demandait si le monde n'allait pas se déglobaliser un petit peu. Et donc, on se disait, mieux vaut ne peut-être pas être trop dépendant quand on fait du business avec les États-Unis de choses qui viennent de Chine et réciproquement. Et donc, je pense que cette réflexion, elle était déjà en cours. Alors, elle a été précipitée évidemment par ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Mais du coup, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de dirigeants ou de dirigeants de supply chain, de multinationales, il y a la tentation en tout cas, il y a la volonté ou la nécessité de repenser peut-être des supply chains régionales qui permettent d'être plus résilients dans l'hypothèse où il y a des blocs qui se renferment un peu sur eux-mêmes. Ça, je pense que, moi, je l'ai vu dans un certain nombre d'entreprises. Après, c'est quand même très difficile d'imaginer qu'on va se retrouver dans des zones géographiques fermées qui ne feront plus que du commerce entre elles et avec beaucoup plus de difficultés pour faire du cross-border d'une zone à une autre. Mais c'est vrai que je pense que la dépendance trop forte à l'égard d'une zone géographique où il y a des tensions géopolitiques, etc., je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises internationales, et j'imagine qu'il y en a beaucoup aussi qui sont représentés là parmi ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y a des scénarios qui ont été faits pour pouvoir se dégager un peu de cette dépendance trop forte à l'égard d'une chaîne de commandes trop éclatée. Bon, l'avenir nous dira jusqu'où ce mouvement va. Qui dit accélération de la transformation digitale dit aussi malheureusement accélération de la cyberdélinquance. Est-ce que vous constatez vous-même des investissements plus importants de la part des groupes avec lesquels vous interagissez dans ce domaine de la cybersécurité? Et plus largement, est-ce que vous pensez que le pays est prêt à faire face aux enjeux extrêmement importants de la aux risques importants générés par la cyberdélinquance? Alors, là, c'est plutôt quelque chose que je vois du côté des plus grands groupes ou des entreprises cotées qui d'après ce qu'on me dit pendant la crise, ont d'ailleurs été soumises à rude épreuve et beaucoup plus ont été la cible de beaucoup plus d'attaques qu'en temps normal. Je pense que ça a été une période assez propice pour un certain nombre de pirates ou de hackers. Donc, il y a eu une recrudescence d'attaques. Le problème, c'est qu'on n'est jamais tellement prêt parce que la menace est tellement évolutive et les personnes mal intentionnées sont tellement créatives et souvent en avance par rapport
aux gens qui doivent s'en protéger, que c'est très difficile. On peut pas du tout être en risque zéro par rapport à ces attaques. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça devient un poste de dépense énorme dans certaines entreprises, à la fois en termes d'assurance et en termes d'équipement, de mise à jour des systèmes IT, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est des choses qu'on achète sur étagère, soit je vois pas mal de M&A, enfin des gens qui achètent aussi des solutions de petites startups. Mais c'est vrai que c'est un risque qu'on ne pourra jamais complètement couvrir et contre lequel on ne peut pas complètement se prémunir. Donc, exercice de gestion de crise, simulation. Et puis, je pense qu'il y a aussi, pour les très, très grosses entreprises qui ont des infrastructures sensibles ou qui ont pour clients des gens qui ont des infrastructures sensibles, je pense à des centrales électriques, des réseaux d'approvisionnement de fluides, etc. Toutes ces entreprises-là sont pour la plupart en relation aussi avec les services de l'État compétents et qui peuvent les aider à ajuster leur stratégie et maintenir un peu l'état d'alerte là où il doit être. Mais je pense qu'on ne peut pas être complètement préparé. On peut se préparer on peut essayer de travailler sur la résilience de nos réseaux, etc. Mais être complètement préparé et minimiser complètement ou annuler complètement le risque, à mon avis, c'est pas possible. Donc, il y a un vrai sujet, effectivement, pour ne pas prendre trop de retard parce qu'on est rapidement dépassé. Faire en sorte qu'on ait toujours un bon audit des risques, on ait toujours une revue des risques cyber vraiment, vraiment régulière. Et puis qu'on soit que les CTO ou que les personnes en charge de ça soient toujours extrêmement alertes face aux nouveaux virus, aux nouveaux pièges qui sont créés en permanence, et c'est quasiment tous les mois. Donc oui, il y a une vigilance accrue. Je pense qu'on a de bonnes entreprises. On est peut-être un peu moins bon que d'autres régions du monde qui ont beaucoup misé sur la cybersécurité, je pense en particulier à Israël. Mais je pense qu'on a les moyens et le pool de talent pour bien travailler ces sujets-là. Mais c'est vrai que c'est très important. Et parfois, quand on est une petite entreprise, on n'a pas tellement conscience que c'est un risque. Mais en fait, il y a plein de PME qui sont rançonnées, rançonnées pour faire des bitcoins ou que sais-je. Et quand on vous bloque votre système comptable pendant des semaines, c'est pas tenable pour une petite entreprise. Donc c'est une menace qui concerne tout le monde. Et désolée, c'est un peu bruyant dans la rue. Qui concerne une menace. Marqué, c'est. Et donc, il faut vraiment se prémunir, effectivement. On voit des répercussions sur les contrats d'assurance aujourd'hui. Les sociétés d'assurance s'emparent de cette problématique avec, nous commençons à le constater, des coûts plus élevés dans le cadre de ces contrats d'assurance. Vous le constatez de votre côté? Est-ce une tendance lourde à attendre, à laquelle il faut s'attendre, à laquelle il faut se préparer? C'est sûr, parce que c'est justement lié au fait que ce risque est très difficile à évaluer, en fait, la plupart du temps. Donc, effectivement, en termes d'actuariat, pour les actuaires qui doivent mettre un prix sur ces polices d'assurance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais effectivement, je vois pas, dans les entreprises cotées, les budgets assurance contre le risque cyber sont des budgets qui sont colossaux. Ouais. Enfin, pour terminer notre échange et laisser la place aux questions que les personnes qui assistent à cette conférence auraient envie de vous poser, j'ai envie de vous poser la question de ce que vous voyez en termes de business émergents sur lesquels il est important que les entreprises, ou opportuns en tout cas, investissent. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers qui, selon vous, seront particulièrement porteurs dans les semaines qui viennent? Alors, je pense qu'il y a plusieurs types d'opportunités. C'est-à-dire que post-crise, il y a toujours des opportunités parce qu'un certain nombre de valorisations vont baisser. Et ça, c'est vraiment de l'opportunité financière parce qu'il y a une sorte de correction. Et du coup, ça ne concerne pas forcément certains secteurs. Ça concerne probablement ceux qui sont les plus affectés par la crise, malheureusement. Mais probablement tout ce qui concerne l'hospitalité, encore une fois, les conférences, tout ce qui concerne... encore une fois, les secteurs les plus impactés vont connaître une correction de valorisation et il y aura probablement des opportunités. Maintenant, il va y avoir aussi, à l'inverse, une sorte, je pense, de mode autour d'un certain nombre de choses. Tout ce qui concerne, ce qui permet et facilite le e-commerce, puisque le e-commerce est extrêmement bien porté pendant cette période où on était un peu enfermés chez nous. Tout ce qui concerne le paiement dématérialisé, le paiement mobile, les fintechs en général, où en plus l'Europe est un peu retardée par rapport à d'autres zones géographiques.
en Asie, les paiements dématérialisés, maintenant, c'est partout. On paye partout avec son mobile ou avec des cartes. On sort quasiment plus jamais de monnaie, et sans parler même de chèques qui paraissent complètement anachroniques. Évidemment, tout ce qui est télémédecine ou tout ce qui est le bien-être à distance, etc., sont des choses qui vont susciter beaucoup d'intérêt dans les mois ou dans les semaines, dans les mois ou dans les années qui viennent, parce que certaines résistances qui existaient encore au déploiement assez massif de la télémédecine dans des pays comme la France, par exemple. Il y a d'autres pays où c'était déjà plus développé, mais ces réserves-là, aujourd'hui, elles sont quand même assez largement tombées, et donc on voit des possibilités de développement autour de tout ce qui est e-santé et télémédecine. Et évidemment, ce contexte post-Covid fait que les investisseurs sont assez intéressés par ce genre de domaine. Je discutais ce matin aussi avec quelqu'un qui investit et qui me disait qu'il y a un petit, en ce moment aussi, il y a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est développement autour de l'hydrogène. Il y a certains pays, je parlais de la Corée tout à l'heure, qui a beaucoup misé dans le cadre de partenariats publics-privés sur la filière hydrogène. On voit bien que c'est aussi quelque chose qui est en train de se développer, où on est un peu en retard aussi en France et en Europe, qui suscite en ce moment beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des petites poches d'intérêt purement financier sur des bonnes affaires, un peu distress à faire post-crise, et puis un certain nombre de secteurs. Je disais e-santé, mais il y a aussi tout ce qui est e-learning, formation à distance, tout ce qui permet ces systèmes de conférences, tout ce qui permet de supporter le travail à distance, ou de mieux organiser le travail en remote, à distance. Tout ça va susciter aussi beaucoup d'intérêt des investisseurs dans les mois à venir, et va peut-être créer une mini-bulle aussi autour de ces sujets qui vont être à la mode forcément pendant les mois à venir. Donc nous, notre boulot, c'est un peu d'essayer de séparer un peu ce qui relève de l'effet de mode, de voir ce que sont les tendances de long terme qui sont en train de s'installer maintenant, et puis d'essayer de faire les bons paris sur les technos ou sur les équipes qui répondent à ces besoins de long terme. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Je pourrais parler avec vous pendant 2 heures. J'aurai toujours autant de questions à vous poser. Pour conclure, Blue Sky, Grey Sky, Dark Sky pour les mois qui viennent? Moi, je suis plutôt assez optimiste, donc j'ai envie de me dire plutôt Blue Sky, mais je pense que c'est... Voilà, je vous le dirais avec plus d'aisance si on avait déjà un vaccin qui était en phase, je sais pas quoi, qui était en pré-commercialisation. Je pense que ça va nous retirer une grosse épine du pied quand on saura qu'on peut immuniser les gens. Bon, disons gris-bleu pour l'instant. Bon. On va en tout cas, et encore une fois, je crois que le principal conseil qu'on puisse tous se donner, c'est en tout cas d'essayer de contribuer à faire du ciel ce qu'on a envie qu'il soit. Donc, déployer toute notre énergie aujourd'hui pour participer à je dirais, un redressement rapide. Merci. Nous allons passer aux questions que nous posent les participants. J'en vois une qui arrive. Je pense que vous les voyez en même temps que moi. La French Tech bénéficie-t-elle d'une image positive en Corée du Sud? Est-elle un argument valorisant pour un fonds d'investissement étranger? Alors, moi, c'est un peu le pari que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai lancé ce mouvement French Tech, évidemment, la French Tech, elle existait déjà, il fallait la nommer et la faire exister comme un peu objet de communication, mais c'est vrai que, honnêtement, on parlait très très peu de la scène tech française à l'étranger quand je faisais des déplacements. On parlait du pinard, on parlait du foie gras, des sacs Chanel, mais pas souvent de la tech, donc ça me désespérait. Et quand on parlait d'innovation française, les gens disaient le TGV, la fusée Ariane. Donc, c'était un peu des trucs assez anciens. Et j'étais toujours un peu frustrée parce que je voyais quand même des belles entreprises en France, dans la tech, et je me disais, c'est quand même dommage que ces entreprises soient pas mieux connues à l'étranger. Alors, ça a changé parce qu'effectivement, le fait d'aller à Las Vegas à plusieurs reprises, les médias anglo-saxons déjà ont commencé à véhiculer une image plus positive. Il y a eu Station F, enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait qu'on a parlé de la France sous l'angle tech. Et donc, cette image c'est quand même installée. L'autre chose, c'est que la France est, en Corée du Sud notamment, assez réputée pour la formation en mathématiques, pour la formation des ingénieurs. Donc, il y a une bonne perception du système d'enseignement supérieur et de la recherche française, notamment pour tout ce qui concerne l'algorithmique, les maths, les STEM, etc. Donc, ça, c'est plutôt une bonne image qui
qui se couple à celle d'un pays créatif avec voilà, un cinéma fort, de l'animation. Donc, il y a un mix entre du dur, les maths, l'algorithmique, etc. et tout ce qui est un peu artistique, créatif, qui fait qu'il y a plutôt une bonne image ou en tout cas la perception d'un bon mix de talents en France pour la tech. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, d'abord, bon là, honnêtement, vu la manière dont la Corée gère le Covid et les statistiques qu'on a, nous, en Europe, c'est pas du tout... Enfin, ils veulent même plus mettre les pieds en France, quoi. Donc, il va falloir reconstruire un peu la confiance, ne serait-ce que pour des raisons... Là, c'est pas tellement des questions d'investisseurs, là, c'est vraiment des trucs de... Les gens ont peur pour leur intégrité physique, quoi. Donc, il y a cette image qu'il va falloir corriger quand on aura ce vaccin ou quand on sera un peu sorti de la deuxième phase. Et puis, il y a encore toujours une perception d'un environnement d'affaires, d'une motivation des salariés qui est l'image dont on a un peu du mal à se débarrasser, des grèves, etc., qui fait que ça peut, pour les investisseurs, être un peu un obstacle. Maintenant, moi, j'ai un fonds d'investissement qu'on a lancé fin 2016, début 2017, dans lequel un acteur coréen de premier plan, qui est la grande réussite de l'Internet en Corée, Naver, a investi 200 millions d'euros. Donc, 200 millions d'euros dans un premier fonds mené par quelqu'un qui n'a pas de track record, c'est quand même un bel acte de foi pour l'écosystème français. Et je pense qu'il ne l'aurait pas fait s'il ne pensait pas qu'il y avait de belles opportunités tech en France et plus largement en Europe. Donc, je pense que l'image est en train de changer. Il y a l'idée que c'est une terre d'opportunités, qu'il y a un excellent pool de talents. Il faut continuer à faire un peu à être les ambassadeurs de la France tech, et je le fais à chaque fois que j'y vais. Il y a encore un peu de clichés à battre en brèche. Mais voilà, progrès, mais encore quelques obstacles qui peuvent être un peu bloquants pour des investisseurs coréens. Enfin, quand même. Espoir, opportunité. Ouais. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Je regarde sur l'écran, je ne vois pas d'autres questions, me semble-t-il. Je laisse juste quelques minutes pour voir si certains participants... Ah, question. Que pensez-vous de l'appli Stop Covid ? Fallait vous la poser, cette question, quand même. Merci, Antoine, qui est notre directeur marketing. C'est pas comme Jean Castex, je vais dire un peu joker. Bon, vous l'utilisez, vous, Stop Covid ? Non. Je l'ai pas chargée. Elle est venue tard. Je pense que ça a été très compliqué parce que pour bien faire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été consultés. Mais je pense qu'elle est arrivée un peu tard. Enfin, je sais pas. En fait, il aurait fallu obligatoire. Les gens auraient râlé, hein, j'imagine. Mais bon, là, quand j'ai eu mon visa pour la Corée, on m'a dit si tu veux ton visa, tu télécharges l'appli. Je me suis pas posé la question, j'ai chargé l'appli et j'ai rempli mon autodiagnostic tous les jours parce que de toute façon, sinon, je pouvais pas mettre les pieds là-bas. Donc, je sais pas, il y a eu encore beaucoup de débats autour de l'appli. Est-ce qu'elle est plus restrictive des libertés publiques que de mettre son nom au restaurant quand on y va ? Je ne crois pas, honnêtement. Donc, je trouve que ça, peut-être, c'est le contexte dans lequel elle a été lancée n'était pas évident, je pense, pour qu'elle soit un succès. Elle est arrivée un petit peu tard, trop tard après le déconfinement. Si elle avait peut-être été lancée au moment du déconfinement et qu'on avait dit aux gens, bon, ben voilà, là, maintenant, vous allez pouvoir sortir, mais c'est bien si vous pouvez charger l'appli. Peut-être ça aurait été plus facile pour elle de se diffuser. Voilà, donc comme utilisatrice, je peux pas vous donner mon avis parce que encore une fois, c'est pas bien, mais je suis comme Jean Castex, quoi. On est pas mal à être des Jean Castex, hein. Enfin, à ce suggé-là, hein, je n'ai pas la prétention d'être Jean Castex pour le reste, mais en tout cas pour ça. C'est vrai que c'est dommage parce que en Corée, moi, j'y étais il y a 2 semaines et vraiment, j'hallucinais parce que j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, mais le truc est imparable, c'est-à-dire que leur application, donc vous la chargez, vous êtes en quarantaine, moi j'étais pas en quarantaine, mais je remplissais chaque jour, est-ce que j'ai de la fièvre, est-ce que j'ai le nez qui coule, etc. Donc j'envoyais. Si je le remplissais pas, j'avais un type qui m'appelait du ministère de la Santé, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'as pas rempli ton truc? Et surtout, le truc qui est incroyable, c'est que j'étais donc géolocalisée. Alors, moi j'ai pas bougé, je faisais une conférence, donc j'étais toujours au même endroit. Mais dès qu'il y avait une personne dans le quartier où j'étais qui venait de se faire diagnostiquer positive, je recevais une alerte sur mon téléphone qui me disait, bon bah c'était anonymisé évidemment, un type vient de se faire diagnostiquer positif, tu l'as peut-être croisé parce qu'il est dans ton quartier, voilà où il est allé. Et donc là, je pouvais cliquer sur un lien, je voyais partout où le type était allé dans les 15 derniers jours. Si moi, j'avais été au même endroit, tout de suite, j'allais me faire tester. Bon, j'ai les résultats en 8 heures,
pas en 8 jours. Et donc là, je peux me décider de m'isoler parce que j'ai été en contact, j'ai été un cas contact. Mais si vous voulez, et l'application, la notification interrompt toutes vos communications. Alors moi, je comprenais rien, c'était en coréen, donc, mais j'étais au téléphone et toc, je recevais la notification, ça interrompt tout. Donc vous ne pouvez pas passer à côté. Et de fait, vous avez ça, donc vous êtes en alerte un peu permanente. Vous savez tout de suite que vous avez été potentiellement cas contact. Vous avez été cas contact, vous allez vous tester. Vous êtes testé, vous êtes positif, vous restez chez vous. Et vous l'êtes pas, vous continuez à vivre normalement. Mais c'est vraiment, si vous voulez, il y a un bénéfice coût opportunité de télécharger l'appli qui est très fort. Et c'est pour ça que les gens, je pense, l'ont téléchargé massivement en Corée sans trop se poser de questions. Puis de toute façon, je crois que c'était obligatoire. Donc, il y a peut-être une exception française aussi. Hein. Maintenant, le progrès ultime, c'est peut-être de coupler Stop Covid avec les applis de rencontre. Au moins, comme ça, on sait directement, on peut éliminer. Il a été contacté par des gens qui avaient pensé d'ailleurs, qui avaient développé des applis un peu autour du dating et qui en fait, c'est la même techno. De toute façon, c'est du Bluetooth. Ouais. Mais il y avait des gens qui y avaient pensé pendant le confinement. J'avais été contactée par des médecins que j'aille contacter peut-être un business à lancer. Dernière question avant de vous libérer, Fleur Pellerin. Quel bénéfice vous a apporté pour votre activité actuelle le fait d'être passé par le secteur public ? Pas beaucoup, honnêtement, parce que moi, c'est plutôt, j'avais fait une école de commerce, donc c'est plutôt, même si elles étaient très, très, très anciennes, des réminiscences d'écoles de commerce. Après, ce qui est très utile, c'est que j'ai une connaissance de l'administration qui est liée au fait que j'ai été fonctionnaire pendant très longtemps. Et donc, quand j'investis dans une entreprise qui a du mal à comprendre le cadre réglementaire, et aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles ont un moment à comprendre un cadre réglementaire. Bon, j'ai investi dans une entreprise qui fait de la mobilité, par exemple. Elle doit comprendre pourquoi, je sais pas, les VTC n'ont pas le droit de rouler dans la file de bus alors que les taxis, oui, etc. Donc, ça, avoir une compréhension du monde administratif, de la réglementation, surtout que quand la réglementation est différente en France et dans les autres pays, et que c'est des entreprises qui opèrent au niveau européen, ça c'est très utile pour les fondateurs, qui souvent sont jeunes et qui n'ont pas la culture administrative de chaque pays, de comprendre un peu ça et de voir comment on peut faire avec, etc. De comprendre aussi le droit social, le droit européen. Bon, moi, donc c'est sûr que cette connaissance du monde administratif et de la réglementation, c'est quelque chose qui est très, très utile pour des fondateurs d'entreprise. Maintenant, c'est pas ça qui m'aide à faire les bons choix d'entreprise, à miser sur les bonnes personnes. J'ai un métier qui est quand même, j'ai fait un changement de carrière assez radical. Assez radical, oui, j'imagine bien. Et donc, ça me permet d'apprendre un métier nouveau en toute humilité, mais c'est quand même quelque chose de très différent. Merci pour cette réponse claire. Donc, je vois encore 2 questions après, on arrête, je vais vous libérer. Je pense qu'il y a une des 2 questions à laquelle vous avez déjà plus ou moins répondu. Le marché français est-il toujours autant attractif pour les talents et ingénieurs étrangers qu'auparavant ou qu'avant la crise, en tout cas? Vous nous avez parlé de quelque part les réticences que pouvait poser le marché français pour des raisons sociales. Ponctuelles, là, je pense qu'en ce moment, il n'y a aucun expat asiatique qui va venir en Europe, mais c'est clairement pas durable. On a un petit sujet sur. Alors, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est qu'on a ce super crédit d'impôt recherche, donc qui fait que on peut avoir des pôles de recherche privés en France dans des conditions financières qui sont quand même extrêmement favorables. Et donc, beaucoup d'investisseurs étrangers, et y compris des talents étrangers, le savent. On a dans le milieu tech français un gros sujet de compétition sur les salaires. Moi, j'ai vu beaucoup ça chez les chercheurs ou les ingénieurs qui travaillent dans des centres de R&D de boîtes françaises et qui se font draguer de manière assez agressive par beaucoup de boîtes américaines, d'ailleurs souvent qui ont des poches plus pleines que nous et qui effectivement peuvent proposer des salaires bien plus élevés aux ingénieurs français. Et donc c'est très difficile pour les boîtes françaises de retenir les talents quand il y a une compétition sur les salaires aussi forte, et on peut pas caper les salaires, c'est pas comme dans le football. Donc ça, c'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'effectivement, cette surenchère un peu de salaire, surtout dans des secteurs qui sont très en ce moment discutés, comme on parlait de l'intelligence artificielle, mais tout ce qui est computer vision, toute cette
cette zone computer science est très recherchée en ce moment par beaucoup d'entreprises de tous les pays. Donc, il y a une compétition forte sur les talents et c'est vrai que c'est difficile d'avoir une bonne rétention quand on n'est pas capable d'aligner des salaires qui sont les mêmes salaires qu'aux États-Unis ou parfois en Asie. Alors, c'est surtout aux États-Unis que les salaires sont plus élevés. Ça, c'est un sujet. Et c'est vrai qu'on a un petit sujet, même si le coût de la vie est moins cher à Paris que, je sais pas, à Londres, on a un petit sujet sur les rémunérations. Et c'est un sujet un peu tabou, dont on ne peut pas trop parler, qui est délicat à manier, mais il y a un vrai sujet d'attractivité et les gens, ça fait partie de leur processus de décision. Quand ils abordent un nouveau job, il y a l'intérêt du job, mais il y a aussi les conditions financières, c'est normal. Donc, c'est un petit sujet... pas d'inquiétude, mais d'attention, je pense, pour que Paris puisse rester attractif pour les talents. Oui, si tant est que la crise n'ait pas non plus impacté les désirs de mobilité des talents, parce que peut-être que certains seront peut-être moins prompts à bouger, et ça, je pense que l'avenir nous le dira, je sais pas. Et dernière question, quel sera selon vous l'impact des élections américaines sur l'économie européenne et mondiale? Ça dépend un peu de qui est élu. Oui. Mais... Bon, imaginons Graysky. On a déjà vu, en fait, on est déjà un peu dedans, donc ce serait un peu une continuité de ce qui existe déjà. Et là, je pense que tous les scénarios alors ils sont pragmatiques aussi, hein, les Américains, mais tous les scénarios un peu de déglobalisation, je pense, deviendront un peu plus sérieux dans les entreprises. Et là, pour le coup, avoir des supply chains qui sont bien America, Asie, etc., je pense vont devenir plus sérieux parce que il faudra vraiment, je pense, pour les entreprises, être certain de ne pas faire les frais, avoir des dommages collatéraux liés à une montée des tensions entre les grands ensembles. C'est principalement États-Unis, Chine, États-Unis, Russie, quoi. Donc ça, je pense que ça rendra les scénarios de déglobalisation probablement un peu plus forts. Merci beaucoup, Madame Pellerin, pour le temps que vous avez passé avec nous. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et je souhaite à tous les participants à cette conférence une très bonne suite de showcase et nous vous donnons rendez-vous sur les autres conférences et sur les différents stands. Merci encore, c'est un plaisir. Merci, au revoir. Bon après-midi.